Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Vous souvenez-vous de la harde de caribou de Val-d'Or que le gouvernement québécois voulait relocaliser aux eaux de Saint-Félicien? Il semblerait finalement que ça coûte trop cher de sauver les 18 rescapés de cet habitat, selon le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette. Cette décision va donc condamner cette mini-harde à l'extinction. La protection du caribou forestier, espèce désignée comme vulnérable au Québec, avait fait l'objet d'une précédente émission Je vote pour la science, que je vous invite à réécouter. Nous, plutôt que de regarder l'arbre, arrêtons-nous à la forêt. Pour sauver cette harde de caribou des bois, ne fallait-il pas préserver en premier son environnement? Nous allons donc parler plus particulièrement de la nécessaire préservation de l'écosystème, la forêt boréale et plus largement de la biodiversité canadienne. Le chercheur Marco Festa-Blanchet publié récemment un plaidoyer pour la préservation canadienne des écosystèmes, une lettre publiée dans la revue scientifique Science. Le spécialiste du mouflon d'Amérique interpellait les gouvernements à augmenter les aires protégées. 17% des zones terrestres, on est à 10% actuellement, et 10% pour le territoire maritime. Je pense que là, on fait encore moins bien. On est à 1% actuellement pour rencontrer les objectifs de la Convention sur la biodiversité biologique de 2020. Le biologiste québécois soulignait aussi qu'il importe de protéger également les régions sauvages du Canada affectées par l'activité industrielle, minière et forestière. Sinon, les espèces vivant au sein des 24% des régions sauvages de la planète qu'on possède, les caribous en tête, en paieront le prix et disparaîtront. Restez à l'écoute. Nous retrouvons tout de suite pour en parler Benoît Limoges, consultant international en biodiversité et services écologiques. Monsieur Limoges a été coordinateur à la biodiversité au ministère de l'Environnement. Bonjour. Bonjour. Donc, le biologiste Marco Festa-Blanchet, dans sa récente lettre à la revue Science, exhorte le gouvernement à améliorer la préservation canadienne des écosystèmes. Comment protéger le reste de la biodiversité et surtout, est-ce qu'il nous faudrait plus d'aires protégées? Êtes-vous d'accord avec lui? Je crois que oui, ça nous prend plus d'aires protégées parce que les gouvernements canadiens et québécois se sont engagés à protéger davantage de territoires. Comme dit M. Festa Blanchet, il faut qu'il protège 17% du territoire terrestre et 10% du territoire marin. Et on est bien loin de cela. Ça n'est que pour réaliser les engagements faits sur la scène internationale dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Maintenant, en dehors des aires protégées, il est aussi important de prendre soin de la biodiversité. Des fois, on oublie un peu cette biodiversité-là, mais cette biodiversité qui est peut-être un peu plus ordinaire, cette biodiversité qui nous entoure au quotidien, est aussi, sinon plus importante là, pour les gens, car elle produit de nombreux bénéfices qu'on appelle les services écologiques. Oui, vous avez publié justement une étude qui faisait le lien entre la valeur socio-culturelle et monétaire des parcs nationaux. Vous avez même estimé la valeur des 23 parcs nationaux du sud du Québec. Il s'agit d'un capital naturel de 31 milliards de dollars. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. J'ai fait pour le compte de la CEPAC là, une étude qui dit que finalement, l'ensemble de ces aires protégées-là, les 23 parcs nationaux qu'on a au sud du Québec, ça équivaut à un montant ou un capital de 31 milliards qui génère chaque année des revenus d'environ 1 milliard de dollars. Alors, comment je suis arrivé à cette valeur-là de 1 milliard de dollars par année? C'est en faisant une liste de tous les différents bénéfices ou services écologiques qu'on appelle, qui sont générés par les parcs nationaux. Qu'est-ce qu'on entend par service écologique? On entend, premièrement, d'une part, évidemment, ce que tout le monde penserait des parcs nationaux, c'est-à-dire les activités de plein air, le camping, la randonnée, etc., le paysage. On est capable maintenant même de mettre une valeur monétaire sur des éléments tels que le paysage ou les effets sur la santé, etc. On a aussi des services écologiques qui sont beaucoup moins tangibles, comme l'épuration de l'air, l'épuration de l'eau, la production d'air pur, aussi
aussi, maintenant, on calcule la valeur monétaire du carbone, le carbone qui est séquestré dans les écosystèmes des parcs nationaux. Alors, j'ai compté 70 différents bénéfices comme ça. Il y en a qui sont beaucoup plus subtils, il y en a qui sont très importants. Et tout ça nous fait environ des revenus de 1 milliard de dollars par année en tant que Québécois. Donc les parcs nous enrichissent, mais c'est aussi important au point de vue culturel, je suppose. Oui, au niveau culturel aussi, les parcs génèrent des bénéfices, des services écologiques. Il y en a de toutes sortes de types. Ça peut aller des aspects plus spirituels, si on veut, à des aspects plus historiques. Vous étiez aussi en charge de représenter le Québec donc à la Convention sur la biodiversité biologique. Est-ce que le Québec se place bien en matière de... À l'époque où j'étais au ministère de l'Environnement, il y a une quinzaine d'années, le ministère et le gouvernement du Québec avaient décidé de jouer le rôle du bon élève, si on veut, puisque le Québec accueille le secrétariat de la Convention des Nations Unies. Il l'accueille à Montréal. Donc, chaque année, le Québec et le Canada et la Ville de Montréal, les trois investissent pour accueillir ce secrétariat-là, mais en même temps aussi tentent de mettre en œuvre la Convention. Même si le Québec n'est pas une nation, n'est pas un pays qui a adhéré à la Convention sur la diversité biologique, le Québec a mis en œuvre la Convention comme si c'était un État dans le respect là, de ses compétences provinciales. Il a fait plusieurs plans d'action, plusieurs stratégies qu'il a mis en œuvre pendant de nombreuses années. Et il était à l'avant-garde là, dans ce temps-là en ce qui a trait à la mise en œuvre là, de cette convention-là. Oui. Où en sommes-nous maintenant, 15 ans après? Là, j'ai un peu quitté la scène provinciale. Maintenant, je travaille plus à l'international. Mais je sais que le gouvernement, maintenant, n'a pas un plan d'action comme tel en diversité biologique. Il y a des grandes orientations, il y a des actions, évidemment, qui ne sont pas nécessairement réunies sous le cadre d'un plan d'action. Des actions qui traitent autant des aires protégées que de la faune et de la flore à l'extérieur des aires protégées. Oui, la réglementation, c'est bien. Donc, avoir des conventions et des plans d'action, c'est bien. Mais justement, dans les faits, qu'est-ce que ça prend, justement, de préserver cette biodiversité, cette richesse-là qu'on peut même estimer monétairement, comme vous l'avez fait? Il y a les parcs nationaux, les aires protégées, c'est important aussi. Mais Monsieur Barco, là, déplore aussi le fait que l'industrie détruit peu à peu la biodiversité. Mm-hmm. Puis, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que les industriels, les mines, le pétrole, etc., n'ont pas trop d'impact sur la biodiversité. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises comme celle-là maintenant, qui ont décidé d'adopter la cible de 0 perte nette de biodiversité. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, une industrie pétrolière détruit la biodiversité à un certain endroit, il faut qu'il augmente la biodiversité à un autre endroit à travers des mesures de compensation. Alors, pour qu'au bout du compte, le résultat final soit 0 perte nette de biodiversité. Donc, on tient d'un côté, comme un comptable dans son bureau, on tient d'un côté les pertes. On tient compte des pertes, on calcule tout bien comme il faut les pertes. Et de l'autre côté, on regarde ce qu'on a pu gagner. Alors, comment on peut gagner de la biodiversité? Bien évidemment, c'est en restaurant des habitats, en aménageant pour la faune, en plantant des arbres, et en faisant des actions comme ça, on est capable d'augmenter la biodiversité et, au bout du compte, déclarer que oui, nous n'avons aucune perte nette de biodiversité. Mmh. En ce moment, on n'a pas tellement d'entreprises au Canada qui ont cette approche-là, mais on a l'approche 0 perte nette de milieu humide. On a adopté au Québec à travers la nouvelle loi sur la protection des milieux humides. Mais il nous manque encore un chapeau, il nous manque encore une espèce de vision ou de politique qui dirait, dorénavant, on ne laissera pas notre capital naturel canadien ou québécois s'éroder davantage. Chaque projet devra s'assurer d'avoir 0 perte nette de biodiversité. Mais
si on a une perte nette à un endroit et un gain à un autre endroit, peut-être ça s'équilibre pas tout à fait. C'est pas le même écosystème. C'est pas. Peut-être qu'on pourrait parler de la situation des caribous de Val-d'Or. Le gouvernement a jugé qu'il en coûterait trop cher de protéger donc les 18 caribous forestiers qui étaient les derniers d'une grande harde qui a hélas disparu au fil des ans. Aurions-nous dû finalement les parquer aux eaux de Saint-Félicien pour les conserver? Oui, pour répondre à votre première question, il y a des règles qui s'assurent que quand on compense ailleurs, on compense dans le même type de biodiversité qu'on a perdu au premier endroit. Alors, il y a des règles bien définies pour la compensation qu'il faut respecter pour être en mesure de dire zéro perte nette de biodiversité. Maintenant, en ce qui a trait aux caribous, moi j'ai travaillé sur les caribous de Val-d'Or il y a longtemps et je voyais bien qu'ils étaient dans un déclin irrémédiable. Et malgré la création d'une petite aire protégée, les caribous n'ont pu être sauvés. Je pense on va les perdre dans les prochaines années. Les amener dans le zoo Saint-Félicien, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, mais ça c'est mon opinion personnelle, on aurait pu les déplacer dans un autre endroit, dans un milieu naturel, pour faire ce qu'on appelle de la migration assistée. Avec les changements climatiques, les espèces doivent migrer vers le nord. Les plantes, les animaux, les papillons, les gens on le voit, sont de plus en plus, ils migrent de plus en plus. Les plantes peuvent difficilement, les caribous de Val-d'Or aussi pourraient difficilement migrer vers le nord pour retrouver leur nouvelle niche climatique. Mm-hmm. Alors on aurait peut-être pu les envoyer vers le nord avec d'autres individus ou on aurait pu essayer de les sauver comme ça. Est-ce que ça marche de les mettre avec une autre harde? Est-ce qu'on aurait pu les mettre avec... on aurait peut-être pu, je sais pas, là, je suis pas un zoologiste, là, mais c'est certain qu'il y a une certaine forme de patrimoine génétique particulier associé au caribou de Val-d'Or. Selon certains, c'est pas différent de celui du caribou de la Gaspésie ou celui du caribou de Charlevoix. Mais donc, on aurait peut-être pu les mélanger avec les caribous de Charlevoix ou d'autres caribous des bois là, qui sont plus au nord. Oui. Le fait de perdre les caribous de Val-d'Or, c'est une perte complète. On ne pourra pas réintroduire d'autres caribous dans cet écosystème-là et recréer une harde. Moi, je pense que pour ce qui est du territoire où est le caribou de Val-d'Or en ce moment, qui est au sud de Val-d'Or, je pense que l'habitat est complètement transformé maintenant à cause de l'industrie forestière. Puis, je pense qu'il n'y aura plus jamais de caribou là. C'est maintenant rendu l'habitat de l'orignal avec ses prédateurs. Je pense pas qu'on puisse recréer là. Mais peut-être qu'au nord, on pourrait recréer une nouvelle harde à quelque part. Mais là, je suis dans des aspects là, que je connais pas assez. Là. Entendu. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Benoît Limoges, consultant international en biodiversité et services écologiques. On vous mettra le lien vers son étude sur la page Internet. Merci. Merci à vous. Bonjour. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On en parle maintenant avec Ludivine Kay, chargée de projet Air protégé et biodiversité à Nature Québec. Elle est biologiste de la conservation. Bonjour. Bonjour. Il restera moins de 20 caribous forestiers de la harde de Val-d'Or, une espèce vulnérable, mais le gouvernement a annoncé dernièrement donc son intention de ne pas les préserver. En fait, c'est l'écosystème local de la harde qui n'est pas préservé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est une première étape, un rapport préliminaire qui est paru le 8 en mars dernier, qui faisait état en fait de l'habitat résiduel des caribous et en fonction de l'évaluation de cet habitat résiduel, le ministère a évalué les possibilités de scénarios pour rétablir la population et voir ce qui était en fait réellement faisable, aussi bien donc pour les caribous biologiquement, on va dire qu'économiquement. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce qu'on devrait faire si on voulait les sauver? Je sais qu'il avait été proposé de les envoyer aux zoo de Saint-Félicien, parce que beaucoup de biologistes avaient dit non, que c'était pas la solution.
Oui, alors effectivement, c'est jamais la solution idéale, puisque il y a deux choses en fait. Il y a évidemment la population qui a été très 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 réduite. Une vingtaine de caribous, c'est très compliqué biologiquement, mais c'est pas infaisable. On va dire d'aider la harde en elle-même. Et puis après, il y a là où on la laisse. C'est-à-dire qu'on peut bien élever et réintroduire des caribous si le milieu qui les accueille n'est de toute façon pas suffisant pour que la population se maintienne. On fera cet effort pour rien. Donc là, dans les scénarios qui ont été proposés, il y a encore une proposition de maintien en enclos, mais il y a aussi plusieurs possibilités d'exclos qui ont été proposées. Donc là, les caribous resteraient sur leur habitat, et évidemment, il y a eu beaucoup de propositions d'amélioration de l'habitat sur du long terme, donc sur une 50aine d'années. Qu'est-ce que vous proposez à Nature Québec? Qu'est-ce que vous pensez? Nous, on serait pour de toute façon laisser évidemment les caribous sur place. Ensuite, l'exclos paraît une possibilité intéressante. Le ministère évoque aussi la possibilité d'utiliser d'autres individus de hardes proches, notamment à la SAR. Ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir de façon beaucoup plus poussée en fonction de l'état des autres hordes. Et puis, ce qui nous manque surtout là, actuellement, sur cette population de Val-d'Or, c'est qu'il n'y a pas d'étude de viabilité de cette population qui a été faite encore, vraiment de façon poussée. Même si on est conscient que sur 18 individus, avoir des notions de taux de recrutement, de fécondité, et c'est compliqué sur un petit nombre d'individus. Mais tant qu'on n'a pas ces données de base-là, on n'a pas non plus une bonne visibilité de la meilleure action possible à prendre derrière. Oui, une bonne image de la situation. Tout à fait. Et les déplacés, est-ce que ça pourrait être une solution? Je pense que ce serait reculer pour mieux sauter, parce que de toute façon, les déplacer même si on les emmène, ça serait un aveu d'échec, je pense. Et puis la question se poserait pour les autres hardes isolées qui sont notamment par exemple ceux de Charlevoix ou ceux de la Sarre, qui pour l'instant sont encore un groupe assez important, mais sont peut-être sur la même pente descendante que le caribou de Val-d'Or. Oui, malheureusement. Le chercheur Marco Festa-Bianchet publiait récemment un plaidoyer pour la préservation canadienne des écosystèmes. Il trouve que le gouvernement canadien n'en fait pas assez. Est-ce que c'est votre avis? Alors je pense qu'on peut se féliciter dernièrement en tout cas des moyens qui sont proposés par le Canada, qui ont été on parle de plusieurs millions, en tout cas pour les aires protégées. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, et c'est vraiment un très très bel effort. Ensuite, il faut voir comment ça va se traduire concrètement, et créer des aires protégées sans moyens ensuite pour les gérer, ou en tout cas pour les suivre. Déjà, c'est un premier souci qui peut apparaître. Ensuite, ce qu'on peut voir qui peut poser question, c'est la différence qui va se passer entre le fédéral et le provincial, puisque des fois les financements arrivent mais ne peuvent pas être suivis ou ne veulent pas être suivis en tout cas par le provincial, et là on a des soucis puisque rien ne se fait, ce qui est plutôt le cas en général pour les aires marines protégées. Un arrimage entre les deux pôles de... Oui, voilà. Il faut qu'il y ait vraiment, vraiment une réflexion commune, et que voilà, ça soit pas juste un fonds qui soit débloqué puis qui reste dans les tiroirs. Oui. Comment est-ce qu'augmenter le nombre d'aires protégées est la solution? Est-ce qu'il faut faire plus, ou est-ce qu'il faut faire mieux plutôt? On voudrait faire les deux. On voudrait faire plus et faire mieux. Là, actuellement, on a quand même un certain nombre d'aires protégées, en tout cas pour le Québec et même pour le Canada. Ensuite, c'est vrai qu'elles sont en général très isolées. Par exemple, pour le Québec, c'est assez caricatural. On commence à imaginer beaucoup d'aires protégées dans le nord, où les pressions sont pas inexistantes mais moindres. Et puis, on délaisse complètement le sud du Québec, qui est déjà très urbanisé, et où pourtant il serait important de garder des zones protégées, et puis surtout des zones qui se connectent. Des corridors. Des corridors, voilà, exactement. Ça, on peut pas faire des îlots un peu comme des zoos. On peut pas tout protéger à un endroit puis pas laisser connecter. C'est pas viable pour les populations. Aucune, qu'elle soit végétale ou animale, c'est pas fonctionnel sur le long terme. Donc on doit avoir cette vision de protéger, mais laisser cette possibilité d'avoir soit des aires plus polyvalentes, comme on l'a proposé, comme on avait travaillé avec le ministère pour cette proposition-là, avec plein d'autres partenaires pour les aires protégées polyvalentes,
sont une bonne solution aussi pour une prise en compte plus globale d'un territoire, en fait. Oui, préserver 17% du territoire, n'est-ce pas aussi autoriser l'exploitation des 83% restants? Oui, tout à fait. C'est le danger. C'est le danger de l'effet un peu de mise sous cloche. Je pense que effectivement, il faut donner sur ces 83% aussi une veille, en tout cas, et qu'on se ferme pas la porte à pouvoir éventuellement modifier les zones tampons autour des aires protégées. Le biologiste Marco Festa-Blanchet, dans sa lettre, disait qu'il importait aussi de protéger les territoires sauvages, de déborder finalement des aires protégées. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. On peut pas. Enfin, il faut vraiment. Les aires protégées, on a besoin de les définir puisqu'on a besoin d'avoir, on va dire, une réglementation dessus, puis de pouvoir l'appliquer, puis qu'il y ait une juridiction. Donc c'est une façon très humaine de penser la nature, mais la nature évidemment ne s'arrête pas j'ai envie de dire, au trait tracé sur la carte. Et on doit se garder des zones un peu plus larges. On doit les penser de façon beaucoup plus globale. C'est déjà un gros travail de mettre en place une aire protégée, c'est certain. Ça demande beaucoup de concertation. Et je pense qu'il faut que maintenant, les gestionnaires, en tout cas, quand ils dialoguent avec les municipalités, avec le gouvernement, qui en a bien conscience aussi, je pense, mettre cette image-là de la nature qui ne s'arrête pas à la clôture et qui fonctionne un peu plus large. Et on a besoin de ça, c'est certain. Merci beaucoup. On était en compagnie de Ludivine Kay, chargée de projet Air protégée et biodiversité à Nature Québec. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. On retrouve aujourd'hui Ève Baudin, journaliste et détectrice de rumeurs à l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler de chocolat et de disparition. Oui, absolument, Isabelle. Certainement que les auditeurs ont déjà lu cette nouvelle à l'effet que le chocolat allait disparaître d'ici 2050. On a même déjà annoncé que le chocolat disparaîtrait bien avant, mais les plus nouvelles versions donc nomment 2050, donc assez prochainement la disparition du chocolat. Souvent dans les articles qui circulent sur la toile, on cite un article de l'Agence américaine des océans et de l'atmosphère qui a été publié en 2016. Et donc, en allant à la source, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on fait de la détection de rumeurs, quand on fait de la vérification des faits, on se rend compte, en fait, que la publication de l'Agence américaine des océans et de l'atmosphère, elle est beaucoup plus nuancée que ça. En fait, l'article ne parle pas d'une disparition complète du cacao pour 2050, mais dit qu'effectivement, le cacao étant une plante fragile, elle pourrait être menacée par les changements climatiques. Il y a des nuances dans la publication, mais ces nuances-là ont été perdues par les auteurs qui ont publié des articles à l'effet que le cacao allait disparaître. Donc, pourquoi le cacao est fragile au changement climatique? C'est tout simplement parce que c'est une plante qui tolère très, très mal la sécheresse. Et en plus de ça, c'est une plante qui pousse dans des latitudes très précises, 20 degrés au nord et au sud de l'équateur. Donc, on ne peut pas en faire pousser ailleurs. Cependant, quand on va sur le site de l'Agence américaine des océans et de l'atmosphère, la NOAA, donc on se rend compte qu'il y a des solutions pour prévenir cette disparition du chocolat. Premièrement, des solutions, par exemple, comme le développement des espèces résistantes à la sécheresse. Il y a l'Université de Berkeley en Californie qui travaille, par exemple, avec des technologies pour rendre le cacaoyer plus résistant, mais ça peut demander beaucoup de temps. D'autres techniques qui sont possibles d'utiliser et qui fonctionnent et qu'on peut appliquer dès maintenant, c'est par exemple l'agroforesterie. Ça consiste à planter le cacaoyer au pied de plantes sœurs, par exemple le bananier, le cocotier, les palmiers. Et à ce moment-là, ces plantes-là agissent et ont un effet protecteur sur le cacaoyer, donc le protège des rayons du soleil et de la sécheresse. Et aussi d'autres mesures qu'on peut mettre en place, c'est par exemple protéger des aires qui sont transformées en monoculture pour s'assurer qu'il y ait davantage de cultures, de diversité dans les cultures de cacaoyer.
Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs solutions pour éviter la disparition du chocolat d'ici 2050. Et ce que nous disait notre spécialiste que j'ai interrogé pour cet article-là, ce qui met probablement plus de pression sur le chocolat en ce moment, c'est le fait qu'il soit de plus en plus populaire, par exemple dans des pays comme la Chine ou l'Inde, où on a découvert le cacao. La demande est en pleine explosion. Donc, entre la production qui est un peu faible en chocolat pour les raisons que j'ai évoquées, et l'explosion de la demande, c'est possible que le chocolat soit, disons, plus rare et plus cher, mais en tout cas, il disparaîtra pas. Ça, c'est une bonne nouvelle, surtout avec Pâques qui arrive, oui. Et notre envie, justement, de gâterie au chocolat, d'œufs de chocolat, de poules de chocolat. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. En profitons-en. Mais encore une fois, si on peut peut-être avoir une petite pensée pour les gens qui cultivent le cacao, parce que c'est une industrie très difficile. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de producteurs qui ont des productions très faibles. C'est que c'est une industrie qui est très peu payante aussi. Oui. La prochaine interrogation de la détectrice, la vanille. Est-ce que la vanille aussi pourrait disparaître? Oh, j'ai pas fouillé ça, Isabelle. Peut-être un prochain article. En tout cas, on va te lire et on va te suivre sur le site de l'agence Science Presse, donc section détecteur de rumeurs. Merci Ève Baudin. D'accord, merci. Donc on était en compagnie d'Ève Baudin, journaliste et détectrice de rumeurs à l'agence Science Presse. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro et à la recherche Isabelle Burga, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en podcast sur le site de l'agence Science Presse, donc au sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, on s'est